Bonjour tout le monde, on va commencer le temps que les derniers arrivés s'installent. Merci d'être sur cet atelier. On est là pour se parler de tourisme responsable, et spécifiquement sur un retour d'expérience assez inspirant en Nouvelle-Aquitaine. On est accompagné, donc avec Sébastien bien sûr et moi, on est accompagné d'Amandine Souton du CRT Nouvelle-Aquitaine au poste de responsable tourisme responsable, deux fois responsable, responsable du tourisme responsable et de la RSE, et Émilie Roy de la DDT 64, directrice communication et marketing, dans le désordre. Mais ça fait pareil. On est là pour passer une heure ensemble pour se parler donc, de ce retour d'expérience assez inspirant. Donc vous allez voir, on a une logique partenariale qui est assez inspirante dans le projet. On est sur des sujets de décarbonation du tourisme, et notamment bien sûr au niveau des transports, mais pas que. Donc on va voir un sujet assez intéressant pour cet atelier. Je vais commencer, c'est toi Seb qui va, je crois, nous poser le contexte, si je dis pas de bêtises. Et il faut que j'avance, c'est ça. Voilà, le temps que tout ça se mette en route, on y est. Ok. Merci Cédric, bonjour à tous. J'imagine que vous avez chaud aussi, je pense qu'on a un peu tous chaud, on va faire avec. C'est malheureusement les conséquences du dérèglement climatique, on va pas se mentir, 30 degrés à Pau, 11 octobre. A priori, ça fait quelques jours que ça dure. Tout ça n'est pas tout à fait normal, ce qui nous amène un petit peu à un autre sujet, qui est cette problématique autour des émissions de CO2, et en particulier dans notre secteur, dans le tourisme. On a aujourd'hui des Français qui sont de plus en plus, des Français, on va se concentrer, on va dire plutôt sur les Français dans un premier temps, en tout cas, qui sont de plus en plus conscients de ce dérèglement climatique, de cette urgence climatique. On ne cesse d'être alerté, on ne cesse de le voir aussi au quotidien. Encore une fois, ces 30 degrés aujourd'hui, ils sont quand même pas... Ils sont pas anodins. Finalement, on est de plus en plus nombreux à être prêts à faire évoluer aussi nos comportements, à être prêts aussi à agir. Et ça passe aussi finalement par une évolution dans notre façon aussi de voyager. Donc on a les prémices d'une prise de conscience, du moins qui vient s'appliquer, on va dire, dans le voyage, avec cette déclaration. Alors on est surtout dans les déclarations aujourd'hui quand on sonde les voyageurs sur cette idée, effectivement que ils sont de plus en plus nombreux à être prêts à se dire on va partir moins loin pour réduire les émissions de CO2. Pourquoi pas à renoncer, et ça on frôle les 80% sur cette réponse-là, à renoncer à l'avion sur des destinations courte distance, j'ai envie de dire ouf. Et à envisager effectivement aussi le train pour se rendre sur son lieu de vacances. Donc cette question de la mobilité, elle est vraiment prégnante, je pense, dans l'état d'esprit. Je pense que on a un peu tous compris que le sujet venait principalement de là, en tout cas dans le secteur du tourisme. Et je ne vous la refais pas, je pense que vous connaissez ces chiffres, puisque maintenant cette étude de l'ADEME, elle date un petit peu, Amandine, je crois que c'est 2020 si je ne dis pas de bêtises, ouais. Donc là c'était à l'époque, 2020 c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a quand même 3 ans. Bilan carbone du tourisme en France, ah oui c'était peut-être des chiffres 2019 sortis en 2020, ok. D'où cette semi-validation sur mon 2020. Et donc effectivement, on a 77%, quasiment 80% des émissions de CO2 de notre industrie touristique, donc c'est vraiment des chiffres France, qui sont la conséquence effectivement des mobilités, des déplacements des voyageurs. Et sur ces 77%, on en a 40% qui sont effectivement la conséquence du déplacement en avion. Bon, ça on le sait. Donc ça veut dire qu'on globalement, si on veut agir sur ce sujet du carbone, c'est aussi beaucoup là-dessus qu'il va falloir, c'est principalement là-dessus qu'il va falloir travailler. Moi j'aimerais bien déjà voir ce qu'on dira dans 4-5 ans aux ET autour de ces sujets, parce que si on écoute un petit peu, si on regarde un petit peu l'actualité, si on écoute des gens comme Jean Covici, on nous parle de limiter à 4 vols par personne par vie. Par vie, pas par jour, ni par mois, mais par vie, pour essayer de tenir les accords de Paris. Je pense qu'on l'a à peu près tous explosé, j'imagine. Et on a tendance à oublier aussi que l'avion reste quand même quelque chose plutôt destiné à des privilégiés, entre guillemets. Il n'y a que 20% de la population mondiale qui utilise l'avion, qui a utilisé l'avion. Ça, c'est important aussi de l'avoir à l'esprit. Bon, le sujet, c'est pas de faire
du bashing sur la question de l'avion, mais c'est plutôt de se dire, ok, sur les mobilités, on a probablement un des angles forts sur la question du carbone. Oui, surtout que ce n'est pas une question que d'avion. Alors l'avion est bien sûr un sérieux problème dans le sujet, mais qui dit carbone transport dit pas que avion. Et c'est important de l'avoir en tête parce que quand on pense aux solutions derrière, on se sent vite pas forcément concerné, à la fois dans le problème et dans les solutions, si on n'a pas un aéroport ou si on n'a pas d'alternative. En réalité, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, c'est au contraire plus simple que ça. On a plein de solutions de décarbonation sans même parler d'avion. On a la question bien sûr du train, mais il n'y a pas que le train. Il y a le covoiturage, c'est une forme déjà de décarbonation. C'est pour ça qu'on va se parler de ce séjour, non pas zéro carbone, mais bas carbone. Et déjà, si on fait du bas carbone plutôt que du carbone tout court, ça va déjà être un progrès. Donc ça, c'est la première chose. C'est ne pensez pas que avion, ne pensez pas que je n'ai le moyen d'agir que si j'ai une ligne TGV qui part de Paris et qui arrive chez moi. C'est sûr que ça facilite clairement les choses, mais c'est pas parce que j'ai pas ça que je suis coincé. Et le deuxième sujet, c'est que le transport, c'est aussi l'acheminement, enfin c'est l'acheminement, c'est aussi le surplace. Et le surplace, on pense tout de suite au dernier kilomètre. Et c'est vrai que là, on a un vrai enjeu, tous autant qu'on est, et vous prioritairement dans les offices de tourisme, à trouver des solutions, à faciliter les choses. Il y a des choses qui existent, il y a des choses qui commencent à se faire dans certaines régions, dans certains départements, autour de la décarbonation du dernier kilomètre. Mais en réalité, décarboner ou apporter des solutions, y compris carbonées, sur le dernier kilomètre, ça permet de décarboner toute la chaîne en amont. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que, en fait, la solution, elle arrive beaucoup plus proche du terrain de chez vous que ce qu'on ne peut penser initialement en se disant non, c'est pas mon problème, moi je n'ai pas d'avion. D'accord. Donc pensez bien à ça, c'est que la solution elle vient d'abord du dernier kilomètre. Si on arrive, alors attention, ça ne veut pas dire que vous devez trouver les solutions, les infrastructures, les équipements. Ça veut dire que vous pouvez déjà apporter le service, l'information. Comment est-ce que je fais pour aller de telle gare à l'ensemble des prestations touristiques? Qu'est-ce que je peux visiter autour d'une gare? C'est des choses comme ça. Quel service je peux rendre? Je pense notamment autour du vélo. On a beaucoup de plus en plus de mobilité à vélo, et je vais accélérer là-dessus, mais la question du gardiennage de vélo. Moi, je suis assez fan de ce que fait par exemple la boîte Wheelskip, qui est en train d'exploser, notamment avec l'événementiel sur la Coupe du Monde de rugby, qui vient garder des milliers et des milliers de vélos gratuitement le soir pour que les gens aillent au stade, non pas en transport saturé, ni en bagnole, mais viennent en vélo. On l'a fait aussi sur la plage. Ils ont des stations de gardiennage de vélo à la plage dans le Pays Basque. Voilà, c'est ce genre de choses qui fait que ça rend possible toute la décarbonation en amont, parce que je sais que sur place, à l'arrivée, je vais pouvoir avoir un service. Donc voilà, c'est juste pour remettre un peu en perspective et se dire que ne surtout pas réduire la question du carbone dans le transport à l'avion, ça serait un peu trop limitant et on n'aurait pas trop de solutions à notre niveau. Et puis, comme on le disait effectivement sur la slide, il n'y a pas que le carbone dans la vie, loin de là. Il y a l'eau, il y a l'occupation des sols, il y a plein d'autres sujets. Sur la communication touristique responsable, si on descend petit à petit jusqu'à l'opérationnel, communication touristique responsable, on pense de plus en plus, alors nous c'est notre cheval de bataille avec Seb depuis déjà pas mal de temps, et puis encore plus depuis 1 an et demi. On pense bien sûr à l'éco-conception, à la grande mode que vous avez tous en tête sur l'éco-conception. Je vous invite à lire un fabuleux ouvrage qui est sur la table et que vous pourrez récupérer sur notre stand, un petit placement produit, mais promis ça sera le dernier, sur l'éco-conception, où en fait il s'agit un peu de donner des clés, mais aussi de débunker et de dire que l'éco-conception c'est bien beau, mais si c'est que l'éco-conception et qu'on a un site éco-conçu mais qu'on a n'importe quoi dedans, ça ne sert pas à grand chose, parce que tout ce que vous allez pouvoir gagner en pollution carbone de votre écosystème digital, vous allez le cramer avec le premier touriste étranger qui va arriver. Donc il faut juste remettre les choses en perspective. Oui, il faut éco-concevoir, c'est absolument indispensable, mais il faut surtout penser, et Seb nous en parlera juste après, du côté vertueux de ce que l'on met dans ce site web, dans ces outils. Donc l'éco-conception, c'est un passage obligatoire, c'est pas une fin en soi, loin de là. Et puis il y a les questions aussi d'éthique, d'accessibilité, bien sûr les logiques de RG2A, RGPD, mais là on va s'égarer, donc je ne vais pas rentrer là-dessus. C'est juste pour vous faire le panorama un peu complet de ce qu'on met derrière le terme de communication touristique responsable, qui vient accompagner les démarches que l'on va découvrir au niveau néo-aquitain. Oui, pour conclure sur la partie communication touristique responsable, c'est autant travailler sur la forme que sur le fond. Effectivement, travailler sur la forme, c'est être attentif à avoir une communication plus efficiente et donc moins émettrice de CO2, même si encore une fois, ce qui est important avec cette question du CO2, c'est la question des ordres de grandeur et qu'on ne parle pas du tout de la même chose entre les émissions du tourisme et les émissions de la promotion touristique sur le numérique. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Il n'empêche qu'il faut quand même travailler là-dessus. Et après, effectivement, c'est prendre en compte aussi les questions d'éthique, d'accessibilité.
On aura l'occasion aussi d'en parler demain dans un autre atelier, des questions notamment d'inclusion, qui sont des questions aussi importantes, de sincérité et de transparence. Et enfin, la question de l'édito, de l'engagement éditorial, ce que nous on appelle l'engagement éditorial, qui est finalement la valorisation des engagements du territoire au sein de son écosystème digital et dans son dispositif. Et ça va faire le lien très directement avec le sujet d'aujourd'hui. Un dernier point, et puis ensuite on va quand même passer la parole à Émilie et Amandine. Un dernier point sur le cadre légal, donc l'intitulé, et c'est aussi le nom des séjours. On parle ici de séjours bas carbone, et c'est important de bien préciser la question des mots. Aujourd'hui, en communication, la communication est de plus en plus engagée autour de ces sujets, et c'est une bonne chose. Et on ne peut pas parler aujourd'hui de neutralité carbone sans justifier, sans prouver qu'on a une action réelle et sincère sur la question de la neutralité carbone. Et ça, c'est donc encadré effectivement par un décret d'application qui est donc mis en application depuis le début de cette année. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui ont la sensation de se retrouver face à des campagnes de greenwashing autour de ces sujets-là, et que si on va sur ces sujets-là, il y a intérêt d'avoir du concret, et justement du très concret, on en a aujourd'hui. Alors on va commencer effectivement par finalement la genèse des engagements des structures et des territoires qui sont à nos côtés. Amandine, du coup, est-ce que j'imagine que ce type de démarche, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient cette démarche au sein du CRT Nouvelle-Aquitaine ? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, les genèses de ces projets autour du bas carbone, en fait, elles sont multiples, elles sont de différentes natures. La première, c'est effectivement que le constat est sans appel. J'ai mis des jolies photos pour illustrer ce que tu viens déjà de présenter, mais pour dire effectivement qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est en train d'affecter de plus en plus le secteur du tourisme, mais on sait aussi aujourd'hui que le tourisme affecte lui aussi de manière importante le réchauffement climatique. Donc on ne peut plus fermer les yeux, on ne peut plus être dans le déni. On sait qu'on doit agir sur ce sujet-là, avec effectivement les chiffres de l'ADEME qui rappellent le poids prépondérant des transports, effectivement, l'avion, mais aussi la voiture. Maintenant, quand on remet dans le contexte de la Nouvelle-Aquitaine, on sait aujourd'hui qu'on a à peu près 80% de notre clientèle qui vient dans la région via des modes de transport carbonés, donc principalement la voiture et l'avion. Et ensuite, si on fait un petit zoom sur comment ça se passe entre les clientèles françaises et étrangères, et bien effectivement, c'est des choses que peut-être vous savez déjà, mais en gros, on a 75% de notre clientèle française qui vient effectivement en voiture, 15% en train et le reste en avion. Et nos clientèles étrangères, pour le coup, c'est seulement 7% qui utilisent le train, plus de 50% la voiture et effectivement plus de 30% l'avion. Sachant que quand même, pour situer quand même les ordres de grandeur, 85% de nos séjours, c'est des clientèles françaises. C'est aussi à peu près ce qu'elles représentent en termes de retombées économiques pour le territoire. Mais bon, on voit déjà tout de suite cette question-là au niveau de la provenance des clientèles et de ce poids des mobilités. Donc on sait qu'effectivement, le sujet, la bascule qu'on doit opérer, c'est sur cette question principalement des mobilités, mais pas que. Donc de voir comment tous ces gens qui viennent en avion, on peut les amener progressivement à aller sur du train, comment tous ces gens qui viennent en voiture, on peut aussi progressivement les amener sur des transports plutôt décarbonés. Ça va passer par de l'information, par de la communication, bien sûr, vous allez me dire, sur des infrastructures et du soutien à ces infrastructures, mais si on regarde nos compétences au niveau d'un CRT, ça va être sur de l'information, sur donner envie aussi d'utiliser ces modes de transport. On voit que les clientèles, elles sont de plus en plus en train de bouger sur ces sujets-là, mais elles ont besoin d'être informées, d'être sensibilisées, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué et on doit faciliter, on doit être des facilitateurs en fait sur ces sujets-là. Dans les genèses aussi de ces projets, eh bien aussi en Nouvelle-Aquitaine, on a une ambition forte sur ce sujet-là. On l'a inscrit donc dans une feuille de route régionale qui fixe effectivement l'ambition d'assurer la transition du secteur par la décarbonation, l'adaptation au réchauffement climatique. Donc nous tous, on est en ordre de marche aussi autour de ces enjeux-là. Et puis peut-être pour terminer, dire aussi que c'est une question de rencontre de personnes. Moi, je crois au fait qu'en fait aujourd'hui, dans toutes les structures, on arrive à trouver des gens qui ont envie de faire bouger des lignes. Et c'est grâce à toutes ces personnes qui, au sein des structures, ont envie de faire bouger les lignes qu'on y arrive.
Je pense ici parce que c'est vrai qu'on a, je viens de citer la région, mais on a aussi eu des rencontres. Raphaël Chanelière à l'ADEME, je cite son prénom parce que tout le monde, je pense, le connaît sur la Nouvelle-Aquitaine, des gens dans les structures, les gens dans les agences aussi avec lesquelles on est en lien. Il y a plein de gens à citer, mais je pense qu'on est, voilà, on est des petits colibris un peu partout et que si on unit nos forces, on arrive à faire bouger. Pour moi, c'est ça aussi les jeunesses de tous ces projets. Alors sur cette question du carbone, il y a un triptyque que je n'ai pas cité en introduction quand on veut agir effectivement sur la question du carbone. Éviter, commencer par éviter, réduire et pourquoi pas compenser. Et on a donc fait le choix de dérouler cet atelier autour de ces 3 étapes. Donc cette première étape, éviter, comment éviter les émissions de CO2. Et là, Amandine, je me tourne à nouveau vers toi. Au niveau du CRT Nouvelle-Aquitaine, comment est-ce qu'on fait pour éviter les émissions de CO2 ? Alors moi, du coup, je vais transformer ton mot par celui d'évaluer, parce qu'en fait, le cœur du sujet, et je vais reciter Caro qui est là-bas, c'est l'évaluation en fait aujourd'hui, d'arriver en fait à évaluer en fait où on en est déjà pour savoir comment on peut aller un peu plus loin. Et du coup, au niveau de la région, on a eu envie de créer un calculateur en fait des émissions carbone du tourisme au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, on avait des chiffres au niveau de l'ADEME, mais on voulait passer un cran et avoir des données sur le tourisme au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a été accompagné par l'ADEME et on a travaillé avec 2 cabinets qui sont BVA et Eco2 Initiative qui nous ont aidés donc à créer ce beau calculateur, mais surtout en fait pour ce faire on s'est appuyé sur à peu près 40 000 séjours, donc une grosse enquête de clientèle. Le but du jeu c'est quoi? C'est de savoir qui sont les gens qui viennent chez nous, comment ils viennent, par quel mode de transport, de quelle origine, de quel transport ils utilisent, quel type d'hébergement ils utilisent quand ils sont dans la région, le type de restaurant et de restauration dans lesquels effectivement ils se rendent, le type d'activité pratiquée, les achats. Voilà, donc d'essayer de couvrir au maximum le spectre de leurs pratiques en fait quand ils viennent dans la région. Ce qui est intéressant aussi avec cet outil, c'est qu'en fait, il nous permet à la fois d'évaluer le bilan carbone du tourisme néo-aquitain, mais aussi nous permet de travailler sur de la prospective et donc de suivre d'une part notre trajectoire, mais aussi de faire des simulations. C'est-à-dire qu'en fait, l'outil, alors je le redis, faut que je le reprécise, mais c'est un outil pour faire des bilans carbone de territoire. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ça nous permet d'avoir une vision région, d'avoir une vision par département, par bassin touristique, et même au plus proche, on peut aller jusqu'à l'échelon EPCI. Voilà, donc c'est pas un bilan carbone d'une structure. Et donc du coup, cet outil est intéressant parce qu'on a à la fois le volet carbone, mais on a aussi le volet économique. C'est-à-dire qu'en gros, on peut arriver à faire varier et de se dire, bah tiens, on enlève tous les Américains, et on voit ce que ça donne. Oui, en fait, c'est pas si simple que ça, parce que forcément, si on enlève un certain nombre de clientèles, on va avoir un impact aussi sur le volet économique. Donc en fait, on se rend compte que c'est en jouant sur pas mal de petits leviers qu'on arrive en fait à faire bouger tout ça. Donc ça, c'est le calculateur qu'on a créé cette année. Et ce calculateur, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne des données. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le tourisme en Nouvelle-Aquitaine génère environ 8,5 millions de tonnes. Le CO2, ça doit sans doute pas parler, mais du coup, si on fait une petite comparaison, c'est en fait les consommations annuelles de 850 000 Français. C'est à peu près 7% du BGS au niveau national. Et surtout, ce que ça nous dit, c'est qu'encore une fois, on retrouve le poids prépondérant des transports. Alors ici, évalué à 56%. Et puis, c'est tout de suite intéressant de se reprojeter sur la différence entre clientèle étrangère et puis clientèle de proximité. C'est-à-dire qu'en gros, on a pour les clientèles étrangères, c'est 28% des émissions pour 11% des séjours, versus des touristes de proximité, c'est 17% des émissions pour 30% des séjours. Donc tout de suite, ça replace un peu le contexte et Émilie reviendra sur ces sujets-là. Ça nous permet aussi de réaffirmer ou de faire bouger aussi nos stratégies de structure. Mais après, effectivement, comme le disait Cédric à l'instant, il y a la partie des transports, mais il y a aussi d'autres postes, alors qui sont moindres, mais qui cumulés sont quand même importants. On va retrouver l'alimentation, donc toutes les questions autour de effectivement de l'alimentation, de la viande, etc. Donc c'est quand même 13%. Les achats, 10%, et puis l'hébergement, les loisirs, respectivement, autour de 9%. Donc on voit effectivement que, mine de rien, mis bout à bout, les autres postes d'émission sont aussi importants à prendre en compte. Et puis, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de se dire, c'est très bien, ça nous a déjà donné des données à un instant T. Le but du jeu, c'est de suivre cette trajectoire. Vous êtes tous au courant qu'on est censé suivre la stratégie nationale bas carbone qui nous impose une baisse de nos réductions de 5% par an. Et du coup, nous, on essaye de voir comment ça peut se conjuguer et
donc effectivement, c'est en allant jouer sur tout un tas de leviers en même temps qu'on pourra y arriver. Mais je veux juste donner quelques exemples. Si par exemple on opère une bascule de 10% de la voiture vers le train, ça nous réduit effectivement les émissions de 2%. Si on augmente de 10% la consommation de plats végétariens dans la restauration, on évalue que c'est à peu près 24 000 tonnes. Si par contre on réduit, et là c'est là où ça fait un peu mal, de 20% les consommations d'énergie au niveau de l'hébergement, on arrive à une baisse de 1%. Vous voyez, du coup ça montre que le 5%, va falloir y aller. Voilà, mais pour rester optimiste, ça montre quand même qu'il y a tout un tas de leviers sur lesquels il va falloir qu'on agisse tous collectivement pour pouvoir arriver à rentrer dans cette ambition. J'espère que j'ai pas trop plombé le truc. Non, ça va, on était là pour ça. Tu vas nous trouver des solutions juste après, on compte sur toi. Je crois savoir qu'au-delà de ce que vous avez pu en faire, et c'est vraiment intéressant au niveau local, et ce qui va être intéressant, c'est effectivement le suivi dans le temps et de voir comment ça progresse avec une multitude de petites choses, parce qu'effectivement, le claquement de doigts qui fait 5% d'un coup, ça n'existe pas, et si on transpose, ça n'existe encore moins à l'échelle mondiale. Voilà, on sait tous qu'on n'a pas cette recette-là, donc ça sera un ensemble de petites choses. Donc ça, c'est parfait, et je crois savoir, enfin je sais, pour tout vous dire, que l'idée c'est maintenant de rendre disponible cet outil à d'autres qui voudraient l'utiliser, qui voudraient s'en inspirer. Mais là, si j'ai bien compris, on a un sujet de data, parce que pour réussir à faire tout ça, vous êtes passé par une case agrégation de la donnée, récolte et agrégation de la data, pour avoir cette connaissance. Comment ça se passe? Est-ce qu'effectivement on va ouvrir ça, et comment l'ouvrir compte tenu de la data nécessaire, qui est probablement pas la même dans les autres régions? Ouais, là, ça c'est le cœur du problème. Du coup, l'outil, il est effectivement créé, il a été financé, donc en réalité, il est ouvert, accessible. Le principe qu'on a essayé d'avoir, c'est de se dire qu'au niveau de la région, on va mettre à disposition toutes les données pour accompagner les territoires qui veulent justement se projeter dans leur trajectoire et voir ce qu'ils peuvent faire. Mais effectivement, le but du jeu aussi au départ, c'était de pouvoir se dire que ça serait intéressant que toutes les autres régions, on puisse effectivement avoir nos bilans carbone, ne serait-ce que pour pouvoir aussi être dans une logique aussi de réflexion commune et puis de compilation au niveau national. Et effectivement, là, c'est là où le bas blesse, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'État s'est quand même largement désengagé sur le sujet de la data, que effectivement, nous, on a la chance d'être sur une région, on a fait une énorme enquête de clientèle, une grosse enquête de clientèle qui est solide, je disais 40 000 séjours, etc. Mais en fait, on s'est aussi appuyé sur des données de lycée, mais en fait, la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a des régions qui n'ont pas ces données-là, qui n'ont pas tout court parfois de données de fréquentation, ou effectivement qui le font avec leurs moyens, avec leurs compétences aussi. Qu'au niveau de l'État, il y avait les données de l'INSEE qui sont intéressantes, qu'on peut toujours récupérer par le biais de des structures qui s'en occupent. Il y avait une grosse enquête au niveau des étrangers qui s'appelle l'enquête EVE, mais qui est plus suivie dans le temps, qui permettait aussi d'avoir de la donnée. Donc en fait, toutes ces données, elles n'existent plus, et ce qu'ont fait les régions, c'est qu'elles se sont peu ou pas approprier le sujet. Alors, magie, il y a quand même eu des données qui sont arrivées notamment par le biais de la téléphonie, qui ont permis en fait de compenser selon les endroits un gap qu'il pouvait y avoir en matière de données, avec effectivement tout un tas de questionnements sur la pertinence de cette donnée-là, qui, en tout cas au regard de notre observatoire, peut parfois gonfler, notamment sur la question des touristes étrangers. Donc on était très content que ça gonfle il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, je pense que quand on va commencer à toucher au BGS, tout de suite, ça va un peu poser problème. Donc le problème aujourd'hui, c'est comment on arrive à évaluer déjà où est-ce qu'en sont les autres régions, là où il y a des besoins d'apport en termes de données, et surtout qu'on puisse arriver à objectiver la qualité des données pour qu'on soit aussi dans une logique de comparaison. Sinon, on va se retrouver avec des chiffres et des données qui vont être peu ou pas comparables. Oui, c'est ça, parce qu'au-delà de l'existence de la donnée, encore faut-il qu'on se parle de la même donnée. Exactement. Parce que même derrière un même libellé, tu peux mettre des données assez différentes selon la méthode de récolte, d'interprétation. Donc il y a un vrai travail. L'outil, il est tout beau, mais il faut savoir ce qu'on lui donne à manger, quoi. Voilà, la coquille est là, c'est financé, c'est disponible, ça c'est génial. Par contre, il y a encore quelques régions qui pourraient s'intéresser à ça. Ça ne sera pas en claquant des doigts. Il faut effectivement avoir un peu d'accompagnement pour réussir à mettre la bonne donnée dans l'outil, quoi. Ok. Parfait. Émilie, côté ADT 64, donc l'idée pour décarboner, ça a déjà été de s'intéresser aux cibles, je crois. Priorité à essayer de comprendre, analyser et mieux cibler, faire des choix finalement, renoncer peut-être, puisqu'on est dans la partie renoncer, je crois. Non, on est dans éviter. Éviter, c'est peut-être aussi un peu renoncer quand même. Non, justement.
Peut-être pas. Explique-nous ça. Du coup, on est dans éviter, donc on remet dans le contexte. Donc ça, c'est bien parce que en fait, moi, je me souviens de la jeunesse, et on m'a dit, tu fais des campagnes de com, voilà. Bah, si vous pouvez commencer à faire le moins de mal possible, ça serait bien. Donc du coup, on s'est dit, bah, comment on peut agir en faisant le moins de mal possible. Et donc, on en a parlé avec nos élus. Je n'ai personne dans la salle. Et certains nous ont dit, bah, on va travailler que les marchés de proximité parce qu'au moins on est sûr. Nous, on s'est dit, non, peut-être pas quand même. On a quand même des objectifs quand même. Voilà, c'est quand même une économie. Donc, on est allé regarder. On est allé. Le service Ops et le service Marketing ont travaillé ensemble et ont élaboré ce que nous on appelle une matrice un outil d'aide à la décision. Et donc, ça c'est que le premier tableau. On est allé regarder par marché ce qu'émettaient nos bassins de clientèle par marché. Donc, je vais vous passer tous les calculs savants faits par le service Ops, mais en gros, il y a eu des calculs différents sur les marchés français. On est allé chercher les données de l'aéroport de Biarritz. Ça, c'est que pour le Pays Basque. Les données de l'aéroport de Biarritz qu'on a croisées avec des données. Voilà, vous avez toute la liste des études qu'on a utilisées. Pour les marchés étrangers, on a regardé également toutes les fiches à tout France, etc. On avait pas mal de données. Et donc, ça nous a permis, en fait, d'élaborer une liste de nos marchés les plus émetteurs vers les moins émetteurs. Mais on ne s'est pas arrêté là. On est allé voir ce que ces marchés avaient comme panier moyen. Certes, ils émettent quand ils viennent chez nous, mais qu'est-ce qu'ils consomment? C'est un peu voilà, le nerf de la guerre aussi. Donc on a ce tableau similaire, mais sur leur panier moyen. Donc là, pareil, on a des études qui nous ont permis d'établir ce classement. Les Suisses arrivant en premier, les Nord-Espagnols qui sont les premiers en termes les plus bas émetteurs de CO2, sont en revanche les moins dépensiers chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement croisé ces deux tableaux. Ça paraît si simple, mais ça ne l'est pas non plus. Et donc, ça nous a permis d'avoir un tableau qui est un outil de la décision sur nos choix de marché, marketing, et on s'en est servi. On s'en est vraiment servi, on a vraiment fait nos choix. À partir de là, on a poussé et freiné sur certains marchés. Donc ça nous a permis de conforter le Nord-Espagne qu'on avait déjà. Hein. Il n'y a pas non plus des marchés qui apparaissent, mais voilà. Ça nous a permis, par contre, on en reparlait avec Aurore, de supprimer complètement nos actions sur le Royaume-Uni. Et ça nous a permis de faire des choix, parce qu'en plus, il faut faire des choix. Donc oui, on n'a pas tout jeté non plus. On n'a pas tout jeté. On n'a pas tout jeté. C'est intéressant, le mot que tu utilises, c'est qu'on l'a utilisé. Ah oui, on l'a utilisé. On a vraiment utilisé. Ouais. Parce que des tableaux comme ça, on en connaît tous. Non, qui on l'a traînent dans les vraiment placards. utilisé. Ça a vraiment été utilisé. Il y a vraiment eu des implications sur le plan d'action derrière. Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Donc ça nous a permis aussi d'argumenter de pourquoi on a arrêté toutes les actions sur Lyon et Marseille, tous les avions sur l'aérien. C'est-à-dire on avait quand même des plans d'action sur Lyon et Marseille en avion. Voilà, on a supprimé ces actions-là. On m'a dit hier qu'il y avait pratiquement plus de vols au quotidien entre Lyon et Pau aujourd'hui. De moins en moins. Il y a un problème sur Lyon-Pau, oui. Ouais, d'accord. C'est pas la conséquence de tes actions, non? Ça serait. Alors là, on parle que du Pays Basque. C'est une donnée qu'on a. Voilà. Okay, c'est uniquement sur une stratégie Pays Basque qu'on a fait ce travail-là. Voilà. Donc ça nous permet de conforter, supprimer, voilà, argumenter. Et justement, en rebond, donc on sent bien, et c'est quelque chose qui est super important, je pense, dans cette démarche, c'est d'être dans une approche la plus positive possible. Donc ce que tu expliques, c'est le souhait de se concentrer sur finalement les premières lignes, ceux qui sont les plus verts, les plus vertueux, tels qu'ils s'affichent à l'écran. Il n'empêche que dans vos partenaires, il y a peut-être l'aéroport de Biarritz, il y a aussi d'autres partenaires pour qui, par exemple, les cibles américaines, nord-américaines ou Royaume-Uni sont importantes. Comment vous assumez ça localement ? On jauge. Non, mais on avance, on est intelligent, on réfléchit, on se pose. Tout n'est pas guidé par ça. Mais quand il y a des choix à faire, c'est un outil de plus pour faire des choix. Voilà. Voilà. Après, si l'aéroport, j'ai un exemple concret, nous dit « moi j'ai vraiment besoin d'appui sur telle ligne », voilà, on a eu le cas, on ne va pas refuser d'accompagner un accueil de presse, voilà, parce qu'on sait que c'est important, on n'est pas, voilà, il faut savoir jauger quand même, il ne faut pas prendre des décisions les yeux fermés. L'utilité de ce petit outil, sans prétention, mais quand même vachement intéressant, aider à faire les choix, aider aussi à communiquer sur ces choix et à assumer ces choix.
c'est complètement. C'est surtout ça a été une des premières manières, c'est vrai, de parler de toute notre dynamique. Et c'est une manière de sensibiliser nos partenaires, hein, les offices de tourisme avec qui on fait toutes ces campagnes. Ils sont autour de la table quand on fait ces choix, donc eux aussi ils sont impliqués dans ces choix-là. Et c'est une première manière pour nous d'en parler, en fait, et de sensibiliser. Puis vous allez voir, on va en reparler pas mal, en fait, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, cette sensibilisation. Merci, Émilie. De toute façon, effectivement, sur ces sujets, dès qu'on met le nez dedans, on sait qu'on jongle sur les paradoxes. Jean-Baptiste nous parlait des paradoxes ce matin, et ça, c'est un peu notre quotidien à tous. Donc, on est un peu obligé de composer avec tout ça. Et je pense que voilà, ce qu'il faut vraiment retenir et qui est, je trouve, vraiment génial avec cet outil, c'est cette vision positive du truc et de se dire, OK, on va essayer d'aller plutôt vers ce qu'il y a de plus positif et plus vertueux. Et juste, si je peux rajouter quelque chose, nous, on l'a fait vraiment... à vocation de test, un peu de labo, et on est ouvert à la discussion avec d'autres territoires. Enfin, voilà, on ne garde pas secret. Voilà. Si, au contraire. Et on vous donnera tout à l'heure l'occasion de vous exprimer sur ce sujet et peut-être aussi de témoigner aussi à votre tour là-dessus. On passe à la séquence d'après, Cédric, sur la question, effectivement. Donc on a vu comment est-ce qu'on pouvait essayer de s'y prendre pour éviter. Et maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus comment on peut faire pour réduire. Donc à ce niveau, sur ce sujet-là, côté CRTNA, vous avez en particulier travaillé sur la question d'un référentiel pour construire une offre bas carbone. C'est un peu l'idée. Ouais, alors je vais reprendre un peu le départ de ce projet-là. Effectivement, au regard de tout ce qu'on a pu dire depuis le départ et cette question aussi des transports, il nous semblait important de pouvoir apporter aussi des solutions et du coup de pouvoir apporter une offre visible, lisible et effectivement dans cette perspective du bas carbone. Alors en vrai, on n'a quand même pas inventé le projet. On s'était inspiré d'une initiative bretonne qui s'appelait En Bretagne sans ma voiture. Mais en fait, on a voulu la faire un peu évoluer, notamment sur l'appellation, parce qu'on trouvait que sans voiture, ça pouvait être un peu discriminant aussi pour des personnes qui se déplacent en voiture, mais aussi pour des territoires où l'accessibilité peut être parfois compliquée. Donc on est parti sur cette idée du bas carbone. Et effectivement, derrière séjour bas carbone, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des séjours qui sont accessibles donc avec des transports bas carbone, donc de préférence en train. Sur place, on fait la part belle aux mobilités douces, où on va aller dans des hébergements qui s'engagent, dans des restaurants aussi qui ont mené, qui ont un engagement spécifique, etc., etc., dans une vraie logique de cohérence sur l'ensemble en fait de la chaîne du séjour et de l'expérience qui est proposée du coup aux voyageurs. Donc effectivement, on a travaillé sur un référentiel avec l'ensemble de nos partenaires pour, en fait, c'était aussi de se dire qu'il fallait que tous les séjours qui allaient être marqués séjour bas carbone en Nouvelle-Aquitaine, ils répondent à un référentiel commun, à des critères communs, qu'on ait une forme d'unité en fait, qu'on soit les garants entre guillemets tous collectivement de la qualité de ces séjours-là. On est parti dans deux directions avec nos partenaires. C'était d'une part de dire qu'il fallait qu'on puisse proposer des week-ends ou des séjours un tout petit peu plus longs qu'un week-end en mode inspiration, donc donner des idées de séjour, personnellement j'habite à Bordeaux, je veux aller dans le Pays Basque, j'ai envie de faire quelque chose de sympa sur un week-end long, qu'est-ce que je peux faire sans avoir besoin d'utiliser ma voiture et sur place avoir un séjour qui soit sympa, qui soit chouette, voilà, qui ait du sens. On y reviendra. Puis tout de suite, on s'est dit, ouais, mais c'est bien, mais on voudrait aussi ajouter une petite composante. Donc là, l'autre composante, c'était de se dire, on aimerait bien aussi aller travailler cette question du voyage pour aussi montrer qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire un vrai voyage. Donc là, on parle voyage au sens plutôt séjour à la semaine, packagé, commercialisé. Et là, on s'est dit, ouais, mais ça, c'est pas trop notre boulot, en fait. Donc, on va aller chercher des voyagistes qui, eux, savent le faire. Donc, on avait interpellé deux groupements assez engagés sur ces questions-là de voyagistes. D'un côté, l'ATES, Association pour le tourisme équitable et solidaire. De l'autre côté, ATR, Agir pour un tourisme responsable. Et c'est plutôt des voyagistes du groupe ATR qui nous ont contactés, à savoir des membres du groupe Voyageurs du Monde. Donc, on a travaillé avec Alibert Trekking, Terre d'Aventure, Chamina Voyage, pour qu'ils nous accompagnent plutôt sur de la création de séjours, sur des territoires où ça pouvait être complexe d'y aller sans eux, où ils pouvaient apporter une expertise et où ils apportaient aussi le bassin de clientèle fidèle qui pouvait aussi être intéressé par ce type de séjour. Donc on a fait un super séjour notamment dans le PNR des Landes de Gascogne avec Alibert. Et voilà. Et du coup,
dans les vraies composantes de départ, c'est que c'est pas le CRT qui fait tout seul, c'est que vraiment c'est un projet qu'on a voulu monter rapidement avec des partenaires, ADT, CDT dans les territoires, qui eux-mêmes seraient en lien avec des offices pour monter ce projet-là, pour qu'on le co-construise ensemble. Alors nous, on venait effectivement apporter un peu le cadrage, un peu l'idée de départ, mais tout le reste, on l'a construit ensemble avec des territoires. Donc c'était au niveau expérimental, la Gironde d'une part et le Pays Basque. Alors on va quand même parler du Pays Basque avant qu'Émilie prenne la parole, mais c'était déjà un territoire très avancé sur ces sujets-là, qui avait aussi envie d'y aller. Et en fait, on s'est retrouvés sur cette envie commune d'y aller ensemble. On n'a pas eu à convaincre. On a eu envie d'y aller ensemble et d'essayer de co-construire ce projet. Donc voilà un peu le point de départ. On reviendra après sur où est-ce que ça en est aujourd'hui. Mais c'est un super chouette projet parce qu'il est autant innovant sur l'angle des types de séjours qu'on peut proposer que de la manière dont ça s'est fait. Tout à fait. Donc nous, on en a fait 18. Il y en a combien au total ? Il y en a presque une cinquantaine aujourd'hui, mais sur pas mal d'autres territoires. Donc on a été pilote avec vous et la Gironde, et on a créé, avec les offices de tourisme et les agences réceptives, on va en parler, 18 séjours au total. Donc il y a des différents modèles. Il y a des séjours qui sont commercialisables directement, achetables en ligne, et d'autres qui sont, on appelle inspirationnels, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout réserver dans un pack, mais découvrir la proposition. Donc les offices ont beaucoup travaillé avec nous, Bayonne, l'OTPB notamment, pour concevoir ces séjours avec un cahier des charges en gros d'une arrivée en train, d'une arrivée en train, un ou des hébergements labellisés bas carbone, responsables, un déplacement doux, des activités douces et s'il y a restauration du court-circuit. Donc voilà, le cahier des charges était celui-là. On a à la fois du 3 jours de nuit, du 5 jours, du 6 jours, 5 nuits. On a différentes offres. Respiréné, une agence réceptive, a beaucoup travaillé sur ce projet-là avec nous, les Sentiers de la Mer aussi. Voilà ce qu'on peut dire sur la conception, on va dire, des séjours. Après, nous, on les a mis en commercialisation, on les a mis en promotion. Vous dire quand même que nous, c'est notre principal axe sur Bordeaux et Paris. On a l'habitude de prendre la parole sur Bordeaux et Paris, et du coup, pour nous, c'était quand même une opportunité de renouveler notre message sur une clientèle qui nous connaît très bien, qui vient, qui est fidèle. Et du coup, avoir ce séjour bas carbone, c'était leur dire, vous pouvez venir chez nous et faire autre chose un peu différent, de découvrir le Pays Basque en vélo. Et donc, nous avons mis tout ça sur notre site web, Tourisme 64, et chaque fiche, vous voyez, on a les logos en plus, là, vous les voyez, soit Terre d'Aventure, carrément, ou soit Respiréné, agence réceptive, ou soit l'Office du tourisme de Bayonne, ou du Pays Basque, ou d'Andaï. Et ensuite, détails techniques, mais ce qui est bien, c'est que tout était référencé sur une même page, et ensuite, on allait sur le site de l'office pour réserver. Donc, chaque office impliqué jusqu'au bout sur le séjour. Tout ça s'est mis à travers une campagne sur Bordeaux et Paris, cofinancée aussi avec les offices. Nous, on co-construit, on cofinance beaucoup. Et ensuite, des campagnes médias à travers du digital, des réseaux sociaux, des achats, et des réseaux sociaux avec My Destination aussi. Vous dire que on va pas ici le détailler, mais dans nos choix médias et la manière dont on travaille les campagnes, on fait des choix sur les ciblages, et on fait des choix sur les objectifs aussi, des objectifs quantitatifs et non qualitatifs et non quantitatifs, ce qui nous permet aussi de réduire l'impact de nos campagnes. C'est-à-dire que l'intention va jusque dans le déroulé total de l'action, et on peut aujourd'hui voir qu'on a quasiment diminué de moitié l'émission de notre CO2 dans la promotion de ces séjours. Oui, c'est pas anodin, c'est le lien avec l'éco-conception qu'on évoquait tout à l'heure. On a souvent aussi, on a parfois des sites éco-conçus, mais on fait un peu abstraction de tout le reste, les réseaux, les campagnes, etc. Donc l'idée, c'est à chaque fois qu'on porte un message, idéalement le plus vertueux possible, le plus responsable possible, de penser aussi à la diffusion, la manière dont il est diffusé et consommé, de manière la plus responsable également. Donc ça, c'est vachement intéressant. Pour reprendre un terme que tu disais, co-construit, co-financé et co-diffusé, je crois. Oui, mais oui, alors codiffusé, oui. C'est peut-être non, celle qu'on parle. Si, notamment avec le CRT, où on s'est mis d'accord. C'est slide suivant. Voilà. C'est ça. Voilà. Effectivement. J'ai pris de cours là. Non, tu m'as pas pris de cours.
Donc là, vous avez bien compris toute la dynamique partenariale, différents échelons, CRT, ADT, Office. Donc ça, c'est assez intéressant. Budget commun, tu l'as dit, ADT, OT, et aussi un budget CRT et une discussion entre les équipes digitales, CRT, ADT, pour avoir justement des campagnes qui soient montées en bonne intelligence. On a Thomas qui est avec nous du CRT. Côté ADT, effectivement, c'est My Destination donc, qui pilotait ces campagnes. Et l'idée, c'était de se dire, OK, ce que je vais dire peut paraître assez évident, mais c'est clairement, on fait une répartition des cibles. On ne va pas aller porter ces mêmes séjours avec nos budgets respectifs sur des cibles communes. Donc, on se répartit globalement nos cibles selon aussi nos objectifs respectifs. On coproduit aussi, alors ça a été porté par côté ADT, une petite coproduction vidéo, et ensuite un budget aussi CRT qui sert à venir pousser ce contenu qui a été porté aussi côté ADT. Et donc là, en fait, on en arrive à quelque chose d'assez intéressant qui est de se dire, ce qui compte, c'est pas la visibilité de Pays Basque Tourisme ou la visibilité de Destination Nouvelle-Aquitaine. Ce qui compte, c'est la visibilité qu'on donne à ces séjours bas carbone. Et c'est ça l'indicateur qu'on va venir retenir derrière. C'est pas tant la visibilité donnée à la structure, mais bien à la démarche et à l'opération. Et pour ça, c'est co-construit, c'est fait en bonne intelligence. Et je crois que là, on a un modèle assez intéressant. C'est parfois difficile parce qu'on connaît les besoins des structures, des OGD aussi, parfois d'exister, de se montrer. Souvent, les réseaux sociaux sont aussi perçus beaucoup pour ça, avec parfois aussi des pressions politiques. Enfin, tout ce qu'on peut, je vais pas vous faire l'histoire, vous la connaissez par cœur. Et là, il y a une façon de monter le plan d'action en bonne intelligence, en bonne utilisation de l'argent public aussi, parce que mine de rien, voilà, c'est chacun amène sa pierre à l'édifice et on tend vers quelque chose de plus concret, de plus efficient. Et en ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Des choses toutes bêtes, mais si on en arrive à du technique social media, donc là très orienté sur ce qui a été fait entre voilà, My Destination et CRT, avec du cross-postage, et on est sur un même contenu effectivement qui peut être diffusé parfois côté Destination Nouvelle-Aquitaine et parfois côté ADT 64. Voilà. Tout ça bien évidemment dans un parcours d'achat, cycle du voyageur, etc. Tout ça est assez évident et avec différents types de formats, mais ça je ne vais pas forcément vous la faire maintenant, mais sachant que l'objectif c'est quand même d'être dans une approche de nouveaux récits, on va l'appeler comme ça, en inspiration, en début de phase de cycle du voyageur, et puis on va rentrer ensuite dans du concret, dans de l'offre de séjour qui est commercialisée et qui est tout à fait réservable. Pour conclure sur ce sujet, slide suivante, tu voulais... Ouais, non, juste mentionner à quel point c'est vraiment intéressant d'aller jusque-là dans le partenariat, c'est-à-dire que co-construction, on connaît, globalement, ça fait quand même quelques temps qu'on y est. Cofinancement, ça commence un peu déjà à se démarquer. Co-diffusion, c'est vraiment le point vraiment stratégique. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse abstraction du nombre de vues sur sa page ou sur son réseau, etc. Et ça va au bout de la logique qu'on est quelques-uns à pousser, et je pense notamment à Léon qui est devant nous, qui est la logique de visibilité des contenus, diffusion des contenus, plus que l'audience des supports. L'audience des supports, l'audience des sites web, l'audience des réseaux, quelque part on s'en fout individuellement. Ce qui nous intéresse, c'est jusqu'à quel point le contenu que l'on veut pousser collectivement va être vu, ou que ce soit, c'est pas un sujet, ça devrait pas être un sujet. Quand c'est un sujet, c'est souvent un sujet politique. Je voulais juste rajouter ça, ça me semblait important qu'on aille vers ça de plus en plus sur l'ensemble des registres. Pour conclure là-dessus, en résumé, on a donc un dispositif qui se veut vertueux, donc en étant attentif. Donc l'idée c'est d'être le plus cohérent, en fait vertueux au sens cohérent. On a des campagnes effectivement qui sont 100% dédiées à cet engagement, cette dimension bas carbone. On a une attention particulière qui est portée à la question du taux de répétition. On ne cherche pas à faire du matraquage publicitaire, là on est plutôt dans une approche, on va dire, de bien-être numérique, on va l'appeler comme ça, pas sursolliciter les audiences, donc être attentif aussi à ces choses-là, une approche plus éthique. Et enfin, alors vous avez peut-être que vous ne comprenez pas forcément le rapport, 50% de la campagne vidéo diffusée à des personnes qui sont connectées en Wi-Fi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, d'un point de vue de la pollution numérique,
on aura des émissions de CO2 qui seront moins importantes si on consomme du numérique en Wi-Fi plutôt qu'en 5G. Et on a la possibilité de choisir cette option-là dans les ciblages publicitaires. Donc on allait jusque-là, se dire, OK, on va cibler plus spécifiquement des gens qui sont connectés en Wi-Fi, et comme ça, on va par petit bout aussi faire baisser ces émissions de CO2. Donc encore une fois, c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète, mais par contre, c'est d'être le plus en cohérence possible du début à la fin. Chaque geste compte. C'est quoi la suite côté CRT? Je la fais brutale celle-là parce qu'il nous reste 5 minutes pour terminer. Donc vas-y. La suite, non, c'est dire qu'effectivement on était à 2 territoires pilotes, qu'on est à 7 territoires aujourd'hui de la Nouvelle-Aquitaine, bientôt 9. Enfin, globalement, ça devient un projet vraiment structurant au niveau de la région. On a remporté un AMI d'ADN Tourisme avec la Mona, je vois qu'il y a des collègues qui sont là-haut, justement pour aller voir comment on peut mieux accompagner les territoires sur cette démarche-là, pour aller être de manière plus fine sur cet accompagnement-là, pour la faire perdurer dans le temps en fait, parce que c'est ça l'enjeu, c'est juste pas être dans OK one shot, on sort des séjours, mais comment on arrive à l'organiser dans le temps, et ça nécessite en fait que tout le monde se parle. CRT, ADT, CDT, travaille avec les offices, travaille avec les sociopros, enfin c'est vraiment une nouvelle dynamique en fait qui est en train de se mettre en place, et ce sujet-là s'y prête super bien. Donc ça c'est dans les suites. Dire aussi que nous ça a été aussi un gros shift aussi dans notre structure, ça devient un peu comme le disait Émilie sur le 64, mais ça devient un peu la colonne vertébrale de toute notre stratégie de CRT, notre stratégie de communication. Thomas est là, c'est vrai que on a autour de ce projet-là, ça a amené tout le monde à se mettre d'accord sur le sujet, à travailler en transversalité. Donc c'est un projet qui en soi est assez puissant. J'ai fait vite. C'était donc pas juste un one-shot, un truc qui va rester dans un coin et passer aux archives. Ça va continuer. Super. Côté ADT 64, avant de passer à la compensation, qui reste le 3e volet, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur globalement comment tout ça s'inscrit dans une vision encore plus globale, stratégique, juste en quelques mots peut-être. Alors vous, colonne vertébrale, nous c'est un cercle, voilà, notre colonne est un cercle vertueux. On a l'habitude, on a schématisé notre stratégie sous cette forme-là. Je ne sais pas si vous allez rentrer dans le tableau, mais je vous propose d'y rentrer. Notre grand 1, c'est de se dire qu'on a travaillé sur l'offre là jusqu'à maintenant, avec tout le travail que font nos collègues sur NF Environnement et Écolabel européen, c'est-à-dire une qualification de l'offre, tout le travail que font nos collègues aussi sur le vélo et sur tout ce qu'il y a à faire en termes d'accueil vélo. Les séjours bas carbone, on les met là parce qu'on a beaucoup travaillé cette offre, et donc une offre bas carbone. Il y aurait peut-être d'autres choses à mettre ici, mais l'offre est là, c'est le grand 1. Ensuite, cette offre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On la pousse sur des marchés. Comment on la pousse? On la pousse avec notre matrice, en l'occurrence pour le Pays Basque, mais une matrice qui va donc faire attention à aller cibler des marchés les plus vertueux possibles. Ça, c'est notre grand 2. Et puis après, eh bien, il faut bien communiquer. Donc là, on s'emploie à faire des actions. Voilà, on tend vers un site éco-conçu. Voilà, grand sujet. Effectivement, les réseaux sociaux, ça fait nous 3 ans qu'on travaille sur les réseaux sociaux responsables avec My Destination, très engagé là-dessus. Effectivement, on fait très attention à nos campagnes, sur l'impact de nos campagnes, de nos achats médias. Ça, c'est de plus en plus, je pense. On forme les équipes à la com responsable, et on forme bientôt même les offices de tourisme avec nous, avec la Mona, sur une grande formation de 35 heures qui va arriver à la fin de l'année. Donc ça, c'est les outils. Voilà. Et in fine, une fois que les touristes sont là, il faut bien les prendre en compte et aller vers ce qu'on peut de mieux leur proposer, c'est-à-dire les sensibiliser à tout ça. Alors on a une action qui dure depuis 3 ans qui s'appelle Réussir ma rando, qui est une vraie action de sensibilisation sur les bons gestes en montagne, sur comment on respecte son environnement en montagne. Donc ça, c'est notre grande action de sensibilisation. Et au bout du bout, et quand ils sont là, l'idée c'est de faire en sorte de leur expliquer que ce qu'ils ont émis pour venir jusqu'à nous, eh bien ça a une importance, ça a un impact, et donc on tente de leur proposer, eh bien, de rendre au territoire ce qu'il leur apporte. Donc on leur propose de faire un geste pour le 64. C'est notre dernier point. La belle transition. Ouais, t'es lancé, je peux y aller. Même pas besoin de transition. Donc du coup, on propose à nos touristes de faire un geste pour le 64. Alors, le geste 64, c'est une opération qu'on a lancée là il y a 3 mois.
3 mois. Alors vraiment, j'insiste sur le fait que c'est avant tout une action de sensibilisation. C'est une manière de parler de cette problématique-là et de l'impact que tout cela a. C'est aussi pour nous, entre parenthèses, l'idée de soutenir 2 startups qui sont ici en local, soutenues aussi par le Tourisme Lab, et qui cherchaient un territoire d'expérimentation, donc objectif de tester des choses avec eux, ce qu'on a fait pendant des mois. On soutient aussi par ce biais une autre start-up, Carbogest, qui labellise des agriculteurs avec le label bas carbone. Vous allez le comprendre après. Donc H64, c'est une start-up qui développe une place de marché avec, en gros, d'un côté, des contributeurs que sont les touristes et de l'autre côté, des bénéficiaires que sont des agriculteurs du Sud-Ouest qui ont des actions bonnes pour les terres, etc. Et au milieu, il y a une place de marché. Aucun argent ne transite par nous. Tu vas trop vite. Aucun argent ne transite par nous, tout cela revient aux agriculteurs, etc. etc. Donc, vous avez le petit schéma qui vous explique comment ce financement revient aux agriculteurs. Et en gros, comment ça se passe ? Eh bien, on invite les touristes à aller sur le Geste 64, à calculer leur impact carbone de leur venue dans le 64. Et pour cela, ce calcul, on l'a fait grâce au calculateur du CRTNA. Donc, la boucle est bouclée. On a estimé qu'un jour dans le 64 valait 51,14 kg CO2. Okay. Rapporter tout cela et transformer monétairement, ça nous fait du 5,26 € par personne en 64. Donc ensuite, très pragmatiquement, la personne va sur le Geste 64. Tu peux y aller. Et la personne saisit, c'est toi le test. La personne peut saisir soit un montant, parce on trouvait ça un peu plus facile, soit, là tout lui est réexpliqué, va choisir ses bénéficiaires. Pour le moment, on n'a que des agriculteurs du Sud-Ouest, via la deuxième start-up que j'évoquais tout à l'heure, Carbogest. Et donc les bénéficiaires vont pouvoir avoir ces dons directement reversés. Voilà, donc nous, on fait des tests, c'est un laboratoire d'expérience, mais voilà, on apprend beaucoup. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu le faire sous forme d'écosystème, aussi pour faciliter l'accès à toute cette dynamique, c'est-à-dire que nous, on s'est positionné en tête de réseau, et on ouvre des boutiques entre guillemets, par exemple pour l'Égypte de France, je crois que ça a été fait hier, pour l'Office de tourisme de Biarritz également. Voilà, je pense notamment aux congressistes, par exemple, qui viennent nombreux et qui ont souvent besoin de ce type d'outils. Et donc, voilà. Donc, ça nous permet de... Et est-ce que les organisateurs se sentent concernés et globalement favorisent ça dans le cadre de congrès, peut éventuellement compenser ou inciter à compenser ? Oui, mais c'est le but. L'objectif, c'est le but. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, toute cette dynamique-là... Qu'est-ce qu'on me dit ? Mais oui, c'est ça. Oui. Mais merci d'avoir rebondi. Tu m'enlèves ma conclusion. Spoiler. Oui, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est bien ça. Mais c'est surtout une manière de parler de tout ça en fait, de parler de la sensibilisation, de l'impact, de comment on vient, de qui est venu en avion et qui est venu en train. Voilà. On le sait. Non, voilà. Donc oui, vous allez le voir, on en a parlé sur le site des ET. On vous a proposé la compensation, la contribution au territoire de votre venue à Pau. Voilà. Ok, dernière question rapide avant de me retourner vers la salle. Question qui fâche, mais je ne crois pas qu'elle fâche tant que ça. Concrètement, ça marche ? On a déjà des retours ou c'est expérimental ? Tu dis, on est à l'aise avec ça, moi, je dirais que ça marche dans le sens où on en parle, en fait. Ouais. Donc déjà, c'est vachement bien parce que ça veut dire que les gens prennent conscience, je pense, de l'impact que ça peut... Après, il faut le déployer, c'est-à-dire... faut le déployer en termes de communication. Donc, c'était pas le bon moment avec les offices de tourisme cet été. Voilà, donc il faut travailler avec les offices en local pour qu'ils soient... lancer la dynamique. Voilà. Okay. Il faut aussi peut-être imaginer que ce système soit co-intégré au système de RESA. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, il y
il y a encore du travail. Et surtout, l'importance de cet outil, on en a beaucoup discuté ensemble, de faire de la pédagogie aussi et d'expliquer que c'est pas un droit à polluer. On en arrive là parce qu'on est, mais c'est tout à fait dans la démarche dans laquelle vous êtes. Mais c'est aussi pour l'amener au grand public, c'est aussi expliquer que c'est pas parce que finalement je peux compenser qu'en gros j'ai pas besoin de faire attention au reste. Hein, on a fait très attention à ça. En fait, c'est marrant parce que ça, c'est une question qu'on avait quand on a monté le projet au début, il y a 6 mois, 4 mois. On avait toujours ça à l'esprit en se disant peut-être que c'est quand même, faut qu'on fasse hyper gaffe à ça. Et tu vois, au final, depuis qu'on travaille, depuis qu'on l'a mis en place, qu'on en parle, et ben on a peu ce retour finalement. On n'a pas eu d'alerte sur les réseaux sociaux, droit à polluer, etc. Finalement, pas tant que ça. Mais après, on a fait très attention à aller voir sur les éléments de langage sur le site. C'est quand même un domaine. C'est un domaine qui est complexe à travailler. Ok, merci à toutes les deux. Pendant que vous préparez les questions, vous chauffez un petit peu les questions, juste un dernier mot, Amandine, tu voulais nous préciser que... Préciser qu'effectivement, là, la boucle est bouclée parce qu'on est aussi dans l'optique d'étendre ce dispositif à l'ensemble des autres territoires de la région, parce que en fait, le but du jeu, c'est d'aller soutenir tous ces projets qui sont déjà labellisés dans un secteur qui, effectivement, en a besoin, et que du coup, on va essayer de s'y mettre tous ensemble, donc à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Ok, merci. Question de Christelle pour commencer. Bonjour, je suis Christelle de Savoie-Mont-Blanc. Donc, on est ni ADT ni CRT, on est un pile entre les deux. Et je voulais juste vous dire un bravo parce que ce que vous avez développé, c'est genre le Graal. Moi, ça fait 2 ans que j'en rêve. Le truc qui te dit d'où ils viennent, combien ça pollue, combien ils rapportent. Du coup, ça va faire les bons arbitrages qui vont bien. Un grand bravo à vous deux et toutes les équipes. Et volontiers pour être territoire test, pour faire ça avec vous et déployer avec vous sur le territoire de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et j'avais juste une question par rapport à la sensibilisation, notamment sur l'outil des marchés. Vous avez dit que vous en parliez avec les offices. Est-ce que vous impliquez aussi vos sociopros, vos hébergeurs? Parce que, mon cas complètement fictif, un hébergeur sur votre territoire qui a la grande idée de faire venir des Américains ou des Brésiliens, par exemple, comment vous gérez par rapport à vous, votre stratégie, les petites incohérences parfois? Est-ce que vous arrivez à les convaincre de changer aussi, eux? Alors, je me permets de répondre, mais c'est qu'effectivement, c'est une dernière brique du projet dont on n'a pas eu le temps de parler. Mais effectivement, on va enchaîner sur des ateliers de sensibilisation avec les sociopros sur ces sujets-là, avec effectivement un focus sur les écomobilités. Donc là, il y en a un qui est prévu au Pays Basque très très prochainement, où effectivement, on va les inviter à la fois avec une fresque sur les écomobilités, mais aussi à savoir comment être acteur sur ces sujets-là, comment mieux communiquer aussi. Leurs engagements et ce sur quoi ils peuvent aller. Donc c'est la dernière brique du projet. Vous avez bien vu qu'il manquait quelque chose, mais on y avait pensé. Ça avait été pensé dès le départ, d'ailleurs. Ça avait été pensé dès le départ dans le pack complet des séjours bas carbone. In fine, on savait qu'il allait avoir cette brique formation indispensable. D'autres questions ou autres témoignages, retours d'expérience peut-être dans vos destinations? Oui, une question. Est-ce que dans vos destinations, il y a des expérimentations dans ce domaine qui ont été menées? Oui, dans la lignée de ce qui vient d'être dit, ma question porte sur la possibilité, l'envie, le besoin que vous avez éventuellement de faire bouger les lignes au niveau de l'amont, parce que d'après ce que j'ai compris, vous avez travaillé sur ce qui est existant, de ce qui existe, ce qui est déjà mis en place. Le train est déjà là, il y a déjà des hébergeurs ou des activités qui sont déjà engagées dans le bas carbone. Mais est-ce que dans le travail que vous faites et dans les évaluations, les études, les constats que vous avez faits, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des manques et que, par exemple, vous pourriez être un levier qui peut permettre de faire évoluer les choses. Je donne un exemple tout simple, celui du train, que j'ai pratiqué à un moment donné avec ma petite fille, 2 valises. C'est vraiment pas pratique. Lorsque, en plus, vous avez 2 changements à faire entre Ruffec, Angoulême, Bordeaux. Angoulême, il y a un ascenseur qui vous permet de passer d'un quai à l'autre. À Bordeaux, vous devez vous payer des escaliers. Et je suis enfin arrivée à Bayonne, mais c'était compliqué. Là, même chose également pour le voyage que j'ai fait. Alors, je suis désolée, j'arrive d'outre-mer, donc je suis arrivée en avion. Si j'avais pris à la nage, je ne suis pas sûre que je serais arrivée dans les temps. Donc, je suis arrivée à Roissy. Et la question avec le groupe de participants de la réunion, on s'est dit, on va venir en train.
Or, depuis Roissy, pour arriver à Pau, 10 heures de train, avec un changement à Bordeaux, un changement à Dax. Donc c'était un petit peu lourd, un petit peu compliqué. Et c'est vrai que chaque fois que j'entends pour les résidents de la métropole la solution train, bon, ce n'est qu'un exemple, hein, mais c'est pour illustrer, je me dis, est-ce que ces outils-là, ils sont vraiment tout le temps complètement adaptés, et est-ce que le travail que vous faites ne pourrait pas être un argumentaire à développer pour faire évoluer aussi de ce côté-là? Qui se colle sur la question des infrastructures? Moi, je vais juste donner peut-être un élément, mais c'est sûr que malheureusement, alors je vais vous dire, j'ai pas de prise sur sur ces questions-là. Donc, par contre, je crois effectivement qu'on a un rôle collectif à jouer en termes de plaidoyer. Parce que si on veut effectivement faire bouger les lignes sur la question des transports, il va falloir qu'on y aille à beaucoup pour essayer d'arriver à montrer qu'il y a des choses à faire évoluer. Donc je vous rejoins là-dessus. Malheureusement, nous, on n'a pas trop de prise sur ces questions-là. Par contre, je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne tous collectivement que le voyage sur lequel on est amené à être demain, il ne va pas être le même qu'avant, où c'était toujours plus vite, toujours plus loin, etc. Et que ça fait partie aussi du récit que nous, on a envie de raconter avec ces séjours, ce contre-récit, hein, qu'on doit tous collectivement travailler pour montrer effectivement qu'il faut qu'on sorte de ce déni qui nous laisserait penser qu'on peut continuer à aller toujours plus vite et que ça va être simple. Non, ça ne va pas être simple, ça va prendre du temps. Ça ne va pas toujours être simple d'arriver à un point A, un point B, voilà, mais qu'on n'a pas vraiment le choix. Je réponds pas trop à la question, je suis bien d'accord. Mais Émilie, peut-être. Moi, je vais juste vous dire, peut-être, je sais pas si ça va vous rassurer, mais vous dire qu'on discute autour de la table. On a TER Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on travaille avec eux sur des projets. Ils sont conscients, voilà, des problématiques de vélo, par exemple, qui sont difficiles à mettre dans le train. Il n'y a jamais de place pour les vélos, etc. Enfin, on les a autour de la table. Là, on était encore même dernièrement avec les trains de nuit, par exemple. Donc, on travaille avec ces gens-là. Après, voilà. Ce qui est nouveau, à ma connaissance, hein. C'est quand même... on n'a pas l'habitude de parler avec la SNCF ou TER. Si, quand même. Enfin, nous, ça fait quelques années qu'on les a autour de la table, TER Nouvelle-Aquitaine. Ouais. J'aimerais juste rebondir sur le rôle que peuvent avoir les entreprises et les organisations sur cette question du temps long, parce qu'effectivement, vous l'avez précisé, les chiffres sont là, hein, ça met beaucoup plus de temps. Donc il faut accepter de voyager, que le voyage soit plus long. Et il y a un truc aussi, c'est la question du travail et la question du comment est-ce que je peux... comment est-ce que l'entreprise peut accepter que ses salariés soient en situation de télétravail sur des déplacements et d'éviter, par exemple, de prendre sur leur jour de congé cette journée de temps long, alors à condition qu'elle soit compatible. On est d'accord que si vous êtes avec vos enfants, travailler dans le train, c'est pas forcément le truc qui sera le plus évident, donc à condition que tout ça soit faisable. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai une équipe d'une quinzaine de personnes, plutôt globalement moins de 30 ans, et ça c'est assez intégré que globalement il y a cette possibilité d'avoir une journée qui est une journée de travail qui se fait dans le train, à condition d'avoir bien anticipé le truc et de vraiment pouvoir bosser, et finalement de réussir ou alors de se dire je veux partir loin, ok, je vais partir loin, mais je vais faire 2 semaines de télétravail, je vais partir un mois, je vais poser 2 semaines de vacances, et par contre je vais faire 2 semaines de télétravail aussi sur site. Et ça, je pense que les entreprises, les organisations doivent vraiment réfléchir à ce sujet-là. Tous les métiers ne sont pas faisables en télétravail, bien évidemment, mais il n'empêche que il y a ce sujet-là qui, je pense, est important. Mais c'est intéressant de composer avec, parce que c'est sûr que même si on arrive à faire évoluer les choses, le train au niveau national, c'est toujours un peu compliqué et ça ira toujours moins vite que l'avion, quoi qu'il en soit. Donc c'est intéressant d'adapter aussi le discours, d'avoir des imaginaires qui soient différents. Et on a quelques initiatives. Il y a des boîtes qui ont commencé à offrir des RTT en plus pour ceux qui partent en vacances en train, par exemple. Donc voilà, des incitations au quotidien. Mais effectivement, il faut accepter l'idée que ce soit plus long, plus compliqué, tout en essayant de faire en sorte que ce soit moins compliqué. C'est un peu jouer sur les différents tableaux. Il y a quand même la question de l'argent. Il y a quand même la question de l'argent aussi. Le temps file. Est-ce qu'on aurait encore une autre question, un autre témoignage? C'est le moment. Dernière occasion. Ouais, Jérôme. Pardon. Bon, merci beaucoup. Merci pour ce partage d'expérience. Même si on est dans la quali, moi je regarde aussi un peu le quanti.
par rapport au séjour, donc bas carbone, une idée à peu près de la volumétrie en termes de vente. J'ose poser la question, pas qu'il fâche, mais voilà. Pour les prestataires notamment, évidemment, est-ce qu'il y a eu des retombées réellement économiques? Si oui, est-ce qu'on peut avoir certains chiffres là-dessus? Merci. Oui, mais très peu. Enfin, très peu, on peut se le dire. Respiréné, qui les a montés spécialement, eux en ont vendu. Voilà, ils sont contents du résultat. Après, tu les as soit sur ATR, mais c'est... À Libère, sur le séjour qu'ils ont créé, là, alors je pense plutôt la partie Gironde, bah, c'est le début. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que ils disent quand même que ça prend, c'est-à-dire qu'ils ont peu de dossiers, mais qu'en fait, ça prend et que c'est que parce qu'on va être dans du rabâchage et donc d'où le rôle de la com, que ça va rentrer aussi dans l'esprit, hein, dans l'imaginaire. Donc effectivement, c'est vrai qu'on a mis un peu de côté tous volontairement ce sujet-là parce qu'en fait, on sait que le sujet, là, il n'est pas là. C'est que là, on est plutôt en train de se dire comment on construit ensemble, comment c'est ce qu'a présenté aussi Sébastien, mais on essaye aussi de faire rentrer dans les idées d'un peu tout le monde que c'est possible, que c'est faisable, et on espère tous forcément que ça va avoir des retombées sur le territoire et que ça va permettre de faire bouger les lignes, mais effectivement, ça serait mentir que de dire que là, on a plein de résultats. Après, les campagnes, elles fonctionnent plutôt bien, mais voilà, on en est au début. Mais on essaye de faire changer les indicateurs aussi, c'est pour ça. Merci à toutes et tous. Bonne continuation.